Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, en tout cas tous ceux que je n'ai pas vus, qui n'étaient pas là à la conf précédente dans cette salle. Je vois que vous êtes très nombreux, ça fait plaisir à voir et ça fera plaisir aussi à Laurine, je pense. Donc, vous le savez, le thème de cette année, c'est la peur. Et qu'est-ce qui fait plus peur finalement que du code spaghetti, des if, else imbriqués avec des boucles forts dedans, tout ça pour prendre juste une décision sur la prochaine tâche à effectuer. Ça fait peur. Mais Laurine, elle a des solutions pour nous. Et donc, je vous demande d'accueillir avec de forts applaudissements Laurine Lenette de la société Takima qui va nous présenter la machine à état. Bonjour à tous, merci pour cet accueil, c'est top. Moi, je suis venue aujourd'hui pour vous parler de machine à état pour aider la petite souris. Donc, c'est parti. La première fois que je suis allée dans une conférence de dev, j'ai entendu que pour faire un talk, il fallait avoir une histoire à raconter. Alors moi, je vais vous en raconter une. Elle ne fait pas très peur, mais on peut dire qu'elle peut faire un peu peur de temps en temps aussi. Donc c'est mon tech lead qui vient me voir et qui me dit « Laurine, on a un process métier à te faire implémenter. On veut qu'on puisse recharger une voiture électrique à partir d'une borne en libre service. » Et il me dit « Mais t'inquiète, ce process métier, il est super simple. » Donc, je vous le présente rapidement, ce process métier super simple. C'est je reçois une commande, je la vérifie, je vérifie le moyen de paiement de mon utilisateur, je génère une préhôte qui peut être valide ou invalide, j'ai fait une demande de recharge à ma borne qui peut l'accepter ou la refuser, j'ai de l'énergie qui se délivre, la charge est finie, il faut faire le payment, l'invoice et la notification. Donc déjà, ce qu'on peut voir avec ce gros schéma, c'est qu'il ne faut jamais faire confiance à son tech lead. Mais bon, moi, je me dis, j'aime bien les challenges, les process métiers un peu compliqués, c'est pas grave, je suis là pour coder, je suis là pour y aller, donc je me dis, c'est pas grave, je commence à l'implémenter, ce process métier. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je commence à faire un service qui fait les petits checks, qui génère la préhôte. La préhôte, je ne sais pas la générer toute seule, donc je fais appel à un service externe qui sait très bien gérer ça. Ce service externe, il va me répondre via une webhook, donc dans un contrôleur. Là, je vais faire mes petits checks if-else, et en fait, il y a plein d'autres choses que je ne sais pas faire moi-même dans mon process, et je vais faire appel à plein d'autres services externes qui vont me répondre dans plein d'autres webhooks. Et puis, comme on est une équipe trop cool, on est en microservice, et du coup, on a aussi plein de callbacks. Donc, si on se résume ce qu'on a vu avec cette implémentation que j'ai commencé à faire, j'ai du code dans une méthode, puis du code dans une webhook, puis des petites conditions, puis du code dans une callback, puis des conditions. Et là, normalement, vous l'avez. Je vous mets un petit indice. C'est le code spaghetti. Et ça nous fait un peu peur quand même. Autant les pâtes, on adore, mais le code spaghetti, on déteste. Là, j'ai pas de vue unique sur mon process. C'est super compliqué à maintenir. J'ai pas de suivi au runtime. Si ça pète, je sais pas trop où ça pète. J'ai pas de retry de juste une étape. Si je lance mon process, il y a tout qui doit se faire d'un coup. J'ai des composants complètement hétérogènes. Et du coup, c'est super dur à tester. Mais moi, ça, à ce moment-là, je ne le sais pas trop. Donc moi, je fais mon petit git push. Et ce qui devait arriver arriva, mon tech lead qui revient et qui me dit « Bon, Laurine, c'est une drôle de façon d'implémenter une machine à état, ça. » Moi, je lui dis « Une machine à quoi ?» Oui, une machine à état. Alors là, je ne comprends pas trop. Pour moi, la machine à état, c'est un truc de matheux. Il y a des chiffres dans tous les sens, et c'est le monde des maths, et ça ne me regarde pas trop, donc je ne m'y étais pas trop intéressée. Et en fait, non, des machines à état, il y en a partout. Il y en a dans le monde des maths, il y en a dans le monde qui nous entoure, et il y en a dans le monde du dev. En fait, dès qu'on est dans un process avec plusieurs étapes, que ce soit un workflow plus ou moins complexe, qu'on ait du synchrone, de l'asynchrone ou un peu des deux, on est dans le process d'une machine à état. Le code spaghetti du début, même si on ne le voit pas trop, c'est une machine à état. Il y a plein d'étapes qui suivent et c'est un process un peu complexe là pour le coup. Je m'appelle Laurine Lenette et aujourd'hui, j'ai envie de faire une jolie implémentation de machine à état. On oublie le code spaghetti du début et on fait un truc super canon. Mais du coup, qu'est-ce que c'est qu'une machine à état ? Si on prend un petit exemple, je vous ai dit qu'il y en avait un peu partout des machines à état. Donc la machine à café, c'est une machine à état. Comment ça fonctionne une machine à café ? Je prends celles qui sont Nespresso ou avec les capsules, pas celles qui mouent du grain dans tous les sens. J'appuie sur le petit bouton Start, ça va préchauffer l'eau et ma machine à état, elle va être prête à me faire un café.
Si je clique sur Expresso, elle va aller prendre un peu de grain, un peu d'eau, et elle va dire « Tiens, c'est bon, ton expresso est prêt », puis elle va être prête à faire un autre café. Si cette fois-ci, je clique sur « Faire un longo », elle va prendre un peu plus de grain, un peu plus d'eau, elle va me faire mon longo, et elle va repasser à « Je suis prête à faire un café ». Et si cette fois-ci, je l'éteins, elle s'éteint. Si je mets un peu de jargon de machine à état là-dedans, on a un début et une fin. Ma machine à café, elle est allumée ou éteinte. J'ai des états transitoires. Elle peut être prête à avoir fait un café, elle peut avoir fait un expresso. On passe d'un état à un autre par le biais d'une transition, et cette transition, elle peut porter une ou plusieurs actions. Donc je vais passer de « je suis prête à faire un café » à « je t'ai fait un expresso » en effectuant cette transition-là et en effectuant les actions, moudre du grain et prendre un peu d'eau. Et quand j'ai plusieurs transitions à partir d'un même état, c'est une condition qui va me permettre de savoir quelle transition j'effectue. Donc si je clique, là c'est le bouton, c'est le clic la condition, si je clique sur expresso, alors je vais faire un expresso. Et c'est vraiment le fait d'être dans un certain état et de répondre à une certaine condition qui va élire la transition qu'on va effectuer. Si je suis encore en train de faire du préchauffage et que je clique sur un expresso, il ne va rien se passer parce que je ne suis pas encore dans l'état ready. Et des machines à état, il y en a aussi dans les ascenseurs. Le player de musique, c'est aussi une machine à état. Donc voilà, si on se fait un petit récapitulatif de ce que c'est qu'une machine à état, c'est un process à plusieurs étapes, donc un workflow plus ou moins complexe. On peut avoir un process complètement synchrone, complètement asynchrone ou un peu des deux. Et une machine à état, c'est un début et une fin, des états transitoires. Je passe d'un état à un autre par le biais d'une transition. Quand j'effectue ma transition, j'effectue l'action qui est portée par la transition. Et si j'ai plusieurs transitions à partir d'un même état, c'est la condition qui me permet de savoir quelle transition j'effectue. Moi, aujourd'hui, pour vous parler de machine à état, je n'avais pas envie de vous parler de process de charge ou de process de machine à café. J'avais envie de trouver un sujet qui vous concerne tous. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis quelque temps, tous les petits-enfants qui ont perdu leurs dents, quand ils se réveillent le matin, ils n'ont pas de petites pièces sous leur oreiller. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui vous concerne. Donc si on revoit les fondamentaux, qu'est-ce qui se passe quand je perds ma dent? Quand je perds ma dent, je la mets sous mon oreiller, j'ai une petite souris qui vient la chercher, qui regarde s'il y a une carie, qui va demander de l'argent à la Banque de France et qui remet ma petite pièce sous mon oreiller. Vous me voyez venir, ça, c'est un process qu'on peut implémenter sous forme de machine à état. Je reçois ma dent, je la vérifie. S'il y a une carie ou pas, je commande plus ou moins d'argent à la Banque de France. Là, je suis dans le cas de la synchrone, j'attends que la Banque de France me réponde, je reçois mes sous, je les envoie sous l'oreiller et je termine ma commande. Aujourd'hui, on a demandé à notre petite souris, mais pourquoi ces petits-enfants ne reçoivent plus leurs pièces sous leur oreiller? La petite souris, elle n'en sait rien parce qu'elle a fait appel à sa pote, la Techie Mouse, qui lui a pondu du code spaghetti. Donc cette petite souris, aujourd'hui, elle a besoin de nous, elle a besoin de vous, pour qu'on lui redonne de la visibilité et du contrôle sur son process. Donc je vous propose qu'on le fasse ensemble, qu'on le fasse from scratch, que du Java. Et du coup, c'est parti. On part d'un main vide et on y va. Pour commencer, on va commencer petit, donc on va reprendre les premières étapes du process. Donc qu'est-ce qu'elle veut, notre petite souris? Elle veut recevoir sa dent et la vérifier. Si on se remet un peu de jargon, début, fin, état transitoire. Je passe d'un état à un autre par le biais d'une transition et j'effectue mon action sur une transition. Du coup, je vous parle de machine à état. Je pense que j'ai dû dire le mot à peu près 100 fois depuis le début de cette conférence. Si on commence à coder autre chose que des états, je ne sais pas ce que je fais là, donc c'est parti. On va coder un état. Donc, hop. Je crée une nouvelle classe que j'appelle état. Et mon état, pour l'instant, je lui mets juste un nom. Je génère mon constructeur que je vais mettre en privé pour faire un petit pattern factory. Hop. Je lui mets un petit getter. Moi, j'utilise Logbok pour les getters. Et voilà, ça y est, j'ai un état. On va venir le créer ici, mon état.
Pardon. Donc, on a dit qu'on avait le premier état qui était toSReceived et le deuxième état qui était toSVerified. Donc, j'ai mon premier état qui est toSReceived. Hop. Hop. Et le deuxième qui est toSVerified. Raté. Voilà, j'ai créé mes deux premiers états de ma machinalité. Donc ça, c'est pas top, les petits magic strings, on n'aime pas forcément. Donc je vais créer une enum que je vais appeler state name, dans lesquels je vais mettre mes deux premiers états. Hop. Et ici, je vais venir les remplacer. toSReceived, le premier, et le deuxième, toSVerified. Donc voilà, là, on a nos deux premiers états qui sont plutôt bien déclarés. On est content. Ensuite, on a dit qu'on passait d'un état à un autre par le biais d'une transition et que cette transition, elle portait une action. Donc, on va aller coder notre transition. C'est une nouvelle classe, je l'appelle transition. Notre transition, elle part d'un état, elle arrive à un autre et elle porte une action. Donc, je vais faire un from state. Ensuite, j'arrive à un autre état, donc un toState, et je porte une action. Je vais aussi lui générer son constructeur. Hop, j'attrape tout le monde et je vais aussi lui mettre un petit getter. Ça y est, j'ai créé ma transition. Maintenant, je vais l'appeler ici. On a dit qu'on avait une transition qui partait de toSReceived, qui allait à toSVerified et qui effectuait l'action check cavity. Donc là, on va juste se faire un petit log. Je check que j'ai pas de carry. Bah, ça y est, on a codé notre transition. Bon, l'action en lambda, là, ça marche bien parce que j'ai qu'une seule instruction, mais vous vous doutez bien que si je commence à avoir beaucoup de choses à faire dans mon action, cette lambda, elle va devenir un peu plus grosse, un peu plus compliquée. Si je veux la réutiliser dans d'autres transitions, ça va être un peu plus compliqué. Donc cette lambda-là, on va la remplacer par une interface qu'on va appeler action. Et on va venir l'implémenter à chaque fois qu'on aura des actions différentes. Donc je crée mon action, pouf, et je crée ma première implémentation d'action qui va être ma check cavity action. Mon action, elle étant de runnable, et ma check cavity action, elle implémente action. Hop, j'ai plus qu'à implémenter la méthode run. Et je vais reprendre le petit log. J'utilise log4j2 pour les logs. Et je vais venir le reprendre ici, s'il veut bien venir. Hop. Pouf. Tac. Et du coup, à la place de ça, maintenant, je vais pouvoir appeler mon action. Donc là, on commence à devenir pas mal. Sauf que si j'ai plein de transitions, que là je repars de toSVerified, que je commence à avoir plein d'états, plein d'actions, c'est pas très lisible tout ça. C'est un peu, on déclare des nouveaux objets, c'est pas très, moi je trouve pas ça très lisible et j'ai promis à ma petite souris visibilité et contrôle. Donc on lui donne quelque chose avec beaucoup de visibilité. Moi ce que j'aimerais, c'est un truc comme ça. Je reçois ma dent, je vais à toSVerified, je la vérifie et j'effectue l'action. Pendant cette transition, j'effectue l'action new check cavity action. Ça, c'est un peu plus clair quand même par rapport à cette ligne-là. Donc ça, je vous propose qu'on aille le faire. Ici, je vais rajouter dans ma transition une nouvelle méthode que je vais appeler withAction, qui va prendre en paramètre une action, qui va me retourner une transition. Hop, je vais faire cette action-là. Je vais retourner this. Pouf, ça, j'en ai plus besoin. Et ça, c'est une action.
que j'ai fait une bêtise quelque part? Je ne crois pas. Donc là, on est bon pour le with action. Oui, c'est lui qui l'aime. Hop. Et maintenant, on va faire le zen. Le zen, si on se rappelle bien, donc c'est je suis dans cet état, then je vais à cet état. Donc en fait, mon état, il va avoir besoin de connaître sa prochaine transition. Donc si je vais dans mon état, ici, il faut que je crée que je crée une transition, pardon, que je vais appeler next transition et qui représente la transition qui sera effectuée après cet état-là. Et là, je vais créer ma méthode then. Hop. Ma méthode then, elle va prendre ma prochaine transition et l'initialiser, donc en partant dans l'état dans lequel je suis et en allant dans l'état dans lequel je veux aller et en retour de ma transition. Donc voilà, ça c'est tout beau et moi je trouve que ça c'est une jolie façon de faire une machine à état. Dernière chose, là on est encore dans le main et ça c'est pas très joli. Et tout ce qu'on est en train de faire là, c'est définir le process qu'on veut effectuer. On est en train de définir le process de notre petite souris. Donc tout ce qu'on est en train d'écrire, on peut le mettre dans une définition. Donc je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler process definition, qui va représenter la définition de ce process de petite souris. Hop. Dedans, je vais lui créer une classe une méthode d'initialisation et puis je vais venir mettre tout ça. Hop, et je vais aussi venir bouger mon enum parce qu'on n'en a pas besoin. Tac. Et voilà. Et dernière petite chose, le premier état, là, je vous ai dit, un process, ça a un début et une fin. Ce début, c'est aussi un état, mais c'est un état un peu spécial. C'est le premier, c'est le point d'entrée de notre définition. Donc, il va falloir que je le rajoute dans ma définition. Pardon. Donc, lui, ça va être le start state. Voilà, je vais venir le rajouter ici. Tac. Et je le crée en faisant state with name de start state. .name. Et du coup, il faut que je crée ma première transition qui part de cet état initial et qui m'amène dans mon premier état. Donc ici, start state, then to's received. Et voilà, c'est bon, j'ai toute ma première partie de cela. Si on se fait un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu. On a codé des états, donc un état, ça a un petit nom et ça contient la prochaine transition qui doit être effectuée. On a codé une transition, ça vient d'un état, ça arrive à un autre état et ça porte une action. On a créé l'action. Et on a mis tout ça dans une définition. On a tout initialisé dans une méthode init. Et on a mis un start state qui nous permet d'avoir accès au point d'entrée de notre définition. Donc ça, c'est top. Mais bon, maintenant, mon main, il est vide là. Si je run, il ne va pas se passer grand-chose. Parce que bon, j'ai rien qui est lancé dans mon code. Il va falloir qu'on le lance, qu'on le starte, ce process. Pour ça, on va faire appel à une nouvelle classe qu'on va appeler engine et qui va nous permettre de lancer notre process. Donc c'est parti, je crée une nouvelle classe que j'appelle engine et dedans, je lui mets une méthode que j'appelle launch. Hop, cette méthode, elle va prendre une process définition en entrée. Hop. Ma process définition, j'ai besoin de lui mettre un petit getter. Ici, je reviens. Ici, je vais donc pour exécuter mon process, ça va être ce que je veux faire, c'est parcourir sur mon process et exécuter toutes les transitions finalement. Donc je vais créer une méthode execute transition qui va partir du premier état de ma définition. Hop.
Donc, ça, c'est mon point d'entrée, je suis là, et mon objectif, ça va être d'aller effectuer toutes mes transitions. La première façon d'attraper ma prochaine transition, c'est de prendre mon current state, donc mon état dans lequel je suis, et d'aller chercher la prochaine transition. Vu que c'est dans ces attributs, c'est bon. Donc, je vais venir créer ma méthode, ça c'est le current state. Et ici, je vais venir récupérer ma prochaine transition. Tac. Ça, c'est ma next transition. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Je veux venir exécuter l'action qui est portée par ma transition. Donc, je vais faire exécute une nouvelle méthode que je vais appeler exécute action, qui va aller exécuter l'action qui est portée par ma transition. Et après, je vais vouloir réaffecter ma nouvelle transition à celle d'encore après. Et donc ça, je le récupère par le biais de l'état, qui, lui, a encore une transition après. Donc je réaffecte ma next transition à la transition d'après, en récupérant l'état d'après et en récupérant la transition d'après. Désolée si c'est un peu cafouillis. Là, c'est là où il y a beaucoup de flèches, mais promis, après, ça s'arrête. Et ça, je vais vouloir le faire tant qu'il me reste des transitions. Donc, tout ce code-là, je vais le mettre dans une boucle while. Hop, tant que ma prochaine transition n'est pas nulle, je veux effectuer tout ça. Et du coup, il ne me reste plus qu'à implémenter mon exécute action. On a vu que sur certaines transitions, je pouvais ne pas avoir d'action du tout, donc il faut que je me protège de la nullité. Et si mon action n'est pas nulle, alors j'appelle la méthode run. Et voilà, ça y est, là j'ai codé le lancement de mon process et l'exécution de toutes ces transitions. Maintenant, je vais pouvoir venir créer ici une nouvelle engine et appeler la méthode launch avec une nouvelle process définition en paramètre. Et cette fois-ci, si je relance, ça ne marche pas. Poum, poum, poum. Je ne l'ai pas. Engine.launch de ma process définition. Si vous voyez l'erreur, criez parce que j'exécute mes transitions. Je pars d'ici. Je n'ai pas appelé init process définition. Merci beaucoup. Et oui, il faut que je génère mon constructeur sans paramètres et que j'initialise mon process dans mon contrôleur. Merci beaucoup. Donc cette fois-ci, si je relance, j'ai bien le check cavity. Donc on comprend bien qu'on est passé par cette action de check. Mais ça, ce petit log-là, il est un peu pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. On a dit visibilité contrôle, mais on n'y est pas encore trop. Mais d'abord, on va se faire un petit récap. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'en créant une nouvelle classe qu'on a appelée engine avec une méthode launch, et qu'à partir de le premier état de la définition, on va exécuter toutes nos transitions. Et pour faire ça, on part d'un état, on récupère la transition suivante et on effectue l'action qui est portée par la transition. Donc ce que je vous disais, c'est que ce petit log, il n'est pas hyper lisible et on a promis de la visibilité à notre petite souris, donc ça ne nous va pas encore tout à fait. Notre petite souris, ce qu'elle aimerait bien, c'est un truc un peu comme ça, un dashboard visuel avec l'ID de sa commande, le dernier état dans lequel il était, une date de création, pourquoi pas, et surtout toutes les transitions dans lesquelles est passée sa commande. Ben ça va être une nouvelle notion, ça va être le contexte d'exécution de notre process, qu'on peut un peu voir comme étant un historique de notre process. Donc cet objet, on va aller le créer, le process execution context. Je vais lui mettre tous les petits attributs que notre petite souris elle veut, donc un ID, un latest state name, donc, hop, un ID, un latest state name, elle veut la date de création,
Et elle veut la liste par lesquelles... la liste de toutes les transitions par lesquelles est passé son process. Hop. À notre process execution context, on va lui mettre un petit getter, un petit setter et un petit Log4j, un petit builder, toujours avec Lombok. Donc là, c'est bon, on a notre petit process execution context ici. Maintenant, à chaque fois qu'on va aller faire une transition dans notre process, il va falloir qu'on aille écrire une petite ligne dans cette historique et qu'on mette ce qui a changé. Donc on va retourner dans notre engine. Ici, maintenant, j'ai besoin d'un contexte. Et du coup, à chaque fois que j'ai récupéré ma prochaine transition, je vais venir écrire ma condition dans mon contexte. Donc je récupère toutes mes transitions et j'ajoute celle dans laquelle je suis. Pouf. Et une fois que j'ai exécuté mon action, je vais pouvoir venir setter le dernier état dans lequel je suis. Donc je vais venir setter le nom du dernier état en récupérant ma next transition et le toState. Et c'est un string, donc j'ai besoin du getName. Ici, maintenant, je vais avoir besoin de mon contexte que je vais venir créer juste au-dessus. À sa création, je vais lui mettre un creation date à instant.now et je vais builder tout ça. Pouf. Et à la fin, une fois que j'ai exécuté toutes mes transitions, je vais vouloir venir sauver mon contexte. Donc je vais faire un petit save de mon contexte. Pour ça, j'ai besoin de créer un DAO. Hop. Un contexte DAO. Pardon. Tac. Là, pour les biens de la démo, notre DAO, c'est un petit peu un DAO à petit budget. Donc, c'est juste un log qui fait. Et il log juste le toString de mon contexte. Donc, je vais venir rajouter dans mon contexte le toString. Et on va être tout bon. Hop. C'est juste de l'affichage. Je n'ai pas besoin de passer plus de temps dessus. Tac, tac, tac. Et du coup, ici, maintenant, je peux venir créer mon DAO. Contexte DAO. Pouf. Et cette fois-ci, si je relance, là, c'est vraiment joli. Donc, on a bien l'ID de l'exécution. On voit que le dernier état dans lequel on est, c'est toSverified. Et surtout, on voit bien qu'on est passé du start state au toSreceived en effectuant aucune action. Et qu'ensuite, on est passé du toSreceived en toSverified en effectuant le check cavity action. Si on se fait un petit récapitulatif, qu'est-ce qu'on vient de rajouter? On vient de rajouter un process execution context, donc qui représente l'historique de notre process. Et pour chaque exécution de transition, on est venu rajouter une petite ligne dans l'historique. À la toute fin, on a tout sauvegardé en base. Et voilà, ça nous permet d'avoir une belle visibilité et un bon contrôle sur notre process. Donc, mission accomplie, on a réussi à faire une jolie implémentation de machine à état pour, petit disclaimer, les 2 premières étapes du process de notre petite souris. Donc, le process de notre petite souris est un peu plus gros que ça. Là, pour la suite, il va falloir me faire confiance. La suite, je l'ai faite pour vous. J'ai fait donc la suite du process de la petite souris en suivant une architecture comme celle-ci. J'ai fait un module engine qui possède toute la mécanique de la machine à état, donc tout le engine, les méthodes launch, tout ce qui est state, transition, etc. J'ai fait une petite brique donc complètement indépendante du code métier, indépendant du framework aussi, donc c'est une petite lib en Java. Et de l'autre côté, j'ai fait une partie run en Spring qui utilise le use case de notre petite souris. Et cette fois-ci, j'ai investi pour mes DAO et du coup, j'ai mis une persistance en MongoDB. Mon objectif, c'était donc visibilité et contrôle pour ma petite souris. Donc, je voulais qu'elle ait un joli dashboard comme ça. Avec, bon là, j'ai un peu raccourci ce qu'il y a dedans, mais c'était surtout aussi rajouter les statuts. Est-ce que mon process, il est en pause? Est-ce qu'il est en train de runner? Est-ce qu'il est terminé? Est-ce qu'il a failed ou pas? Donc ça, c'est toujours le process execution context, mais un peu plus évolué. Et je voulais aussi que ma petite souris, elle ait accès à toutes ses dents. Est-ce qu'elles ont des caries, à qui elles appartiennent, etc.
Et enfin, je voulais que ma petite souris elle puisse faire du retry de certaines étapes. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Normalement, vous ne devriez pas trop être perdu. Je vais repartir de la définition. Donc ici, on a défini nos états et ensuite, on a défini tout notre process. Ça, je vais aller sur la grosse machine à états. Hop, je remonte tout en haut. On a toujours une process definition, on a toujours une init process definition, on a un peu plus d'états et on a toujours la définition de notre process. Là, normalement, si je reprends avec vous, vous n'êtes pas trop perdu. On part de l'état initial, on va à toSReceived, on effectue une action alors que tout à l'heure, on n'en effectuait pas. Là, on part de toSReceived, on va à toSVerified en effectuant l'action verify toSaction. C'est la même que la check cavity, sauf qu'elle fait un peu plus de trucs. Et là, j'ai rajouté une petite post-action. La post-action, ça va être pour faire tout ce qui est un peu effet de bord de l'action. Donc, généralement, on l'utilise pour faire des envois de mails ou de notifications, des choses comme ça. Si on va regarder à quoi ressemble notre transition, par exemple, normalement, vous n'êtes pas trop perdu non plus. On a toujours le from state, on a toujours le to state, on a l'action, on a la post-action. On a quelques petits autres paramètres, mais je vais y rentrer un petit peu plus tard dans les détails. Ici, on va voir notre état. C'est à peu près le même aussi. On a un nom, on a la prochaine transition, et on a toujours notre with name et notre petit zen. Pareil, la suite, ça, je rentre dans les détails tout de suite. Donc voilà, on est repassé sur une grosse machine à état, mais vous n'êtes pas perdu, normalement, ça vous parle encore. Quels sont les petits plus de cette grosse machine à état? Du coup, maintenant, je suis en Spring, donc j'ai plus de petits runs pour lancer mon main, pour lancer ma machine à état. Donc ma méthode launch, elle va être lancée à partir de contrôleurs. Donc si on va voir, donc là on était dans la petite brique run, on va partir dans la petite brique engine. Non, je suis toujours dans le run. Si on va voir mon contrôleur, donc quand je reçois une dent, je vais venir lancer ma méthode. Ma méthode launch, elle est toujours là. Elle a un petit peu grossi aussi, mais normalement, ça vous parle encore. Je vais récupérer ma définition. Je crée mon process execution context, j'exécute mes transitions et ça c'est mon DAO.save, mais pareil, il est un peu plus gros parce que j'ai une persistance en Mongo, donc, mais ça reste la même chose. Deuxième petit plus, on a vu que dans notre process, on pouvait avoir des conditions. Hop. Du coup, les conditions, c'est ce qu'on a vu rapidement là, c'est, donc je suis à toSVerified, je suis à l'état, j'ai vérifié ma dent et je veux commander des sous. Et du coup, quand j'ai une carry, je vais venir commander moins d'argent que quand j'en ai pas. Donc ça, c'est la condition, c'est porté par la petite balise when. Et en fait, du coup, dans notre transition, on a rajouté une petite condition. Et voilà, ça nous permet de savoir quelle transition on effectue. Et deuxième petit plus, c'est qu'on peut gérer de l'asynchrone. Donc une fois que j'ai commandé mes sous, moi je vais attendre que la Banque de France elle me renvoie mes sous. Et ça se fait avec le petit with pause after transition. Et une fois que la Banque de France va m'avoir répondu, je vais relancer mon process. Ça, je vais vous montrer comment ça marche. Si on retourne dans la définition, ici, une fois que j'ai commandé mes sous, je m'arrête. Je me dis, je mets en pause mon process. Et pour relancer mon process, je vais revenir dans mon contrôleur. Ça va être à onMoneyReceived, on va faire un relaunch de l'engine. La méthode relaunch, c'est la même que la méthode launch, sauf qu'elle prend en contexte le process execution context. Donc elle va aller chercher en base où est-ce qu'on en était, elle va vérifier si elle peut bien relancer son process, et le premier état à effectuer, elle va l'initialiser avec le dernier état du contexte qu'elle avait en base. Si on va voir à quoi ça ressemble, normalement, ça vous parle. Je vais chercher ma définition, donc comme dans la méthode launch. Je vérifie que je peux bien relancer mon process. Je vais récupérer mon process execution context à partir de ma base de données. Et j'initialise mon premier état avec le dernier état de mon process execution context. Et ensuite, j'exécute mes transitions et je finis sur une save. Donc voilà. Oups, pardon. Si on fait un petit récapitulatif de cette un peu plus grosse machine à état, donc maintenant c'est des contrôleurs qui servent de réveil du process, qui sont responsables d'aller chercher la méthode launch et la méthode relaunch. On a des petites balises when pour effectuer les conditions.
on peut mettre notre process en pause avec la petite balise with pause after transition. Et quand notre process est relancé, on va faire appel à la méthode relaunch, qui est comme la méthode launch, sauf qu'elle prend en contexte ce qu'il y avait en base déjà. On essaie de le run, cette grosse machine à état, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Du coup, elle tourne déjà, et pour le run, je vais avoir besoin d'un prénom. Est-ce qu'il y a un volontaire pour me donner son prénom? Non? David? Trop bien, merci David. Vous me dites si vous ne voyez pas, normalement ça devrait être bon. Enfin là c'est juste un swagger. Hop. Du coup David. Donc là on voit, c'est juste les logs de ce qui s'est passé. Donc on voit qu'on a reçu la dent, qu'on l'a updaté. On a vérifié qu'il y avait une carie ou pas. David, je suis désolée, tu as une carie. on a updaté notre commande et on a commandé peu d'argent parce que du coup David avait une carie. Et si on va regarder ce qui s'est passé en base de données, hop, il faut que je refresh, si je retrouve le bouton, hop. J'ai mon process execution context, il faut peut-être que je vous zoome un peu. Hop. Hop. Du coup, j'ai le nom de mon dernier état, je sais que je suis à money ordered. Je sais que mon process est en pause, puisque du coup, j'attends que la Banque de France me rende mes sous. Et surtout, je vois toutes les transitions par lesquelles je suis passée. Donc, j'ai bien starté mon état, j'ai reçu ma dent, je l'ai vérifiée, elle avait une carie, et du coup, j'ai commandé des sous. J'ai accès à ma dent, c'est la dent de David, elle a une carie, et pour l'instant, je n'ai pas d'argent, puisque je n'ai pas reçu mes sous de la Banque de France. Du coup, on va aller on va aller envoyer des sous. Donc il me faut l'ID de ma commande. Hop. Et du coup, vu que tu as une carie David, je vais te mettre 2 pièces sous ton oreille. Hop, c'est bon. Si je vais revoir les petits logs, j'ai reçu mes sous, j'ai updaté mon order, j'ai envoyé sous l'oreiller et j'ai complété mon order. Et si on va revoir en base de données ce qui s'est passé, hop, donc la dent a bien dessous. Et surtout, on est au statut finish. Le dernier état, c'est complete. Et on a un peu plus de transition. On a reçu nos sous, on les a envoyés sous l'oreiller. Et on a passé notre commande en complete. Donc voilà, donc là, on a pas mal de visibilité et pas mal de contrôle sur notre process. Oups, je continue. Notre petite souris, on lui a donné notre projet. Mais en tant que bonne PO, elle s'est dit, mais en fait, moi, j'ai besoin d'une nouvelle étape. Si jamais tu as une carie, je veux que tu envoies la dent à la poubelle, mais sinon, j'ai envie de construire une grosse citrouille avec plein de dents. Et du coup, je veux que si elles n'ont pas de carie, je veux que tu me les envoies à mon château de citrouille. Et en tant que bonne PO, elle veut cette feature très vite. Mais du coup, notre petite souris, elle n'est pas vraiment rentrée dans notre code. Donc, elle ne sait pas que ça, on peut le faire très rapidement. Qu'est-ce qu'elle veut, notre petite souris? Elle veut en gros qu'on lui rajoute un état entre le tooth verified et le money ordered, qu'on peut appeler order money, et qui, en fonction de s'il y a une carie ou pas, va effectuer une action différente, donc soit envoyer à la poubelle, soit envoyer à notre château. Donc, je vais créer mon nouvel état qui est order money. Hop. Et je vais aller me mettre donc juste après le tooth verified. Donc là, j'ai tooth received, then tooth verified, donc je me mets ici, hop. Je vais récupérer le début de la transition d'après, puisque c'est le même. Je suis à tooth verified, quand j'ai une carie, je veux aller à order money. Et je veux effectuer l'action send to trash. Je vais lui mettre une petite priorité. La priorité, c'est juste pour, on va dire, quelles conditions on veut checker avant. Donc, je la mets à 1 et je recopie cette transition, cette fois-ci, sans la condition de la carie. Donc, quand je n'ai pas de carie, je veux l'envoyer au château. Et j'enlève ma priorité. Si je rerun ça, est-ce que j'ai un deuxième volontaire pour une deuxième dent? Non? Alexis, trop bien. Alexis, attention. Ça s'écrit comme ça. Donc, j'ai renvoyé ma commande. Si on regarde nos petits logs,
J'ai bien reçu la dent, je l'ai vérifié. Alexis, tu n'as pas de carie, bravo. J'ai updaté ma commande et surtout, j'ai envoyé ma dent au château. Si on regarde rapidement ce qui s'est passé en base, j'ai une deuxième commande qui est à Order Money, c'est celle-ci. Oui. Et qu'on regarde les transitions. Ah non, j'ai fait une bêtise, pardon, je reviens. Du coup, là, je suis passée à Order Money, sauf que je n'ai pas remis cet état-là qui devait partir de Order Money. Et donc là, mon process, il fait un peu des choses bizarres. Une fois que j'ai vérifié ma dent, je suis passée à Order Money, mais du coup, il ne faut pas que j'ai une autre transition qui reparte de tous Verify. Il faut que je me remette à Order Money. Hop. Tac. Donc si je refais pour Alexis, hop, execute, et que je retourne en base, c'est bien en statut pause. Donc hop, on a bien rajouté notre étape tous received order money, send to castle, et on est bien en train d'attendre que la banque nous envoie des sous. Et si je vais dans mon tous inventory, j'ai bien rajouté des dents à mon château. Donc voilà, et ensuite un autre petit plus, c'est qu'est-ce qui se passe si notre petite souris, elle tombe sur une grosse pile de fromage en allant demander des sous à la banque, ou pire, qu'elle en fait une mauvaise rencontre. Pour la petite histoire, ça c'est mon chat qui, il y a 1 mois à peu près, nous a ramené une souris vivante dans la maison et qui s'en est désintéressée à partir du moment où il l'a lâchée dans la maison. Donc on a à peu près mis une bonne dizaine de jours à l'attraper. Et il faut savoir qu'une souris, ça fait peur. Moi, je vous le dis personnellement. Mais bon, on l'a réussi, on l'a rattrapé, on ne l'a pas tué, on l'a mis dehors. C'était une petite parenthèse. Donc pire qu'elle fait une mauvaise rencontre et que finalement, elle est enfermée dans une maison pendant 10 jours et qu'elle ne peut pas aller faire sa commande à la Banque de France. En bref, qu'on est là, que cette action, elle a failed ou qu'on est en pause à l'infini et qu'on n'a pas de réponse de notre Banque de France. Bah, nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est revenir ici et refaire notre commande, envoyer une autre souris parce que la première n'a pas réussi son job et ne pas refaire les premières étapes parce que on a déjà envoyé notre dent au château ou à la poubelle. Donc, ce qu'on veut faire, c'est partir de cet état-là, être en pause ou en failed, remonter via un contrôleur et refaire la suite du process. Et bien pour ça, c'est assez facile. On a dit qu'on voulait partir de Money Ordered et aller à Order Money. Du coup, je vais revenir ici, je vais partir de Money Ordered et je vais aller à Order Money. Touc. J'ai juste à faire ça, je lui mets une petite priorité à 1. Et il faut juste que je lui dise que je veux faire ça quand j'ai la condition de « on m'a flagué qu'il fallait que je relance mon process ». Donc c'est ça, hop, si je relance mon code, ici je vais venir mettre le dernier process d'Alexis en failed. Update, et je vais récupérer l'ID et on va relancer juste ce process-là. Hop. Tac, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, on a recommandé nos sous. Ici, on va voir en bas, ce sera un peu plus clair. Je mets à jour. On a donc, si je regarde toutes les transitions, on était à Money Ordered, ici, et on est repassé à Order Money sans réeffectuer toutes les actions, et on est repassé à Money Ordered. Si je vais dans mon tous inventory, je n'ai pas des dents qui se sont rajoutées entre-temps. J'ai vraiment refait que la petite étape de renvoyer une souris à la Banque de France. Donc voilà. Et si demain, j'ai mon téléphone qui sonne et que c'est une autre petite souris qui vient me dire qu'elle a un problème de code spaghetti, mais que cette petite souris, elle a un tout autre process parce qu'elle a un peu plus de sable et un peu plus d'Harkonnen à gérer, moi, j'ai juste besoin de créer une nouvelle définition et de créer un nouveau process et toutes les briques, elles sont déjà là.
Et même vu que là, c'est une autre petite souris, elle a quand même quelques actions ou quelques post-actions, quelques morceaux de son process que je vais pouvoir récupérer. Donc, je vais pouvoir lui faire son process super rapidement. Si on se fait un petit bilan des courses, on est parti d'un code un petit peu biscornu. Maintenant, on a un code bien droit. C'est assez verbeux, c'est du langage que tout le monde peut comprendre. On a du Zen, on a du with action, on a du when, on a du with pause after transition. On a donc une vue unique sur notre process. C'est hyper facile à maintenir et à faire évoluer. On l'a fait ensemble, vous l'avez vu. J'ai un suivi de mon process. Je peux voir en base de données exactement où j'en suis. Je peux faire le retry de juste une étape. Je peux avoir plusieurs process. Si vous, demain, vous voulez faire la même chose, vous pouvez le faire de façon custom, donc comme je vous ai montré là. C'est agnostique de framework, c'est très fun et c'est vachement instructif. Il faut juste faire attention à ne pas réinventer la roue. Il y a aussi des choses qui existent pour vous, notamment Spring State Machine. Il y a la version 4 qui est sortie il n'y a pas très longtemps et qui est bien poussée, mais il faut faire attention parce que les releases datent quand même de décembre 2023. Et vous pouvez aussi faire appel à des services externes comme Temporal ou Camunda. Il y a une très bonne conf sur Temporal, si vous voulez. Mais il faut faire attention parce que c'est une brique de plus à ajouter dans votre récit. Donc voilà, je vous remercie. Grâce à vous, on a sauvé notre petite souris. Si j'ai mis sur GitHub donc la petite machine à état et la grosse machine à état, si vous avez envie d'aller voir ce que c'est. Takima fait une loterie pour faire gagner des formations Kubernetes. Donc si vous voulez, c'est l'autre QR code. Et si vous avez des questions, je vous écoute. Oui, je pense qu'on peut l'applaudir.